Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Après vous avoir parlé récemment de Memphis pour inaugurer ce format des post-mortem, format pendant lequel on revient sur la fin de saison d'une équipe et à mi-chemin, comme je l'avais dit, entre la review et la preview de l'intersaison. On avait parlé la dernière fois avec Tom qui est avec moi des Grizzlies. Aujourd'hui, on va parler des Hawks. Comment ça va, Tom? Est-ce que les Hawks t'inspirent? Ah bah oui, hein, c'est une équipe sur laquelle il y a énormément de choses à dire. Vraiment énormément de choses à dire. On va être très bavard, je pense. Exactement, les Hawks, vous savez, je suis en CDD, CDI avec les Hawks depuis pas mal de temps. Je pense que c'est une des franchises que j'ai plus regardé sur les 3 dernières années, je pense, si ce n'est la franchise que j'ai la plus regardée. Donc effectivement, beaucoup de choses à dire sur les Hawks. Les Hawks, c'est le petit rappel habituel, qui ont donc été éliminés au premier tour des playoffs par les Boston Celtics en 6 matchs. Bilan de la saison régulière, 41 victoires, 41 défaites. C'était d'ailleurs la petite blague, ils sont restés à 50% pendant une bonne partie de la saison. 9e attaque, 21e défense. Comme d'habitude, ce sont les chiffres de cleaning de glace. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast, mais également sur Twitter. Tom, le format de ces post-mortem, c'est 4 questions. La première question avec laquelle on commence d'habitude, c'est l'objectif de la saison. A-t-il été rempli? Tom, est-ce qu'ils ont rempli leur objectif de saison? Encore une fois, tu vois, le basket, c'est gris. Je dirais, il y a certains oui et certains non. Alors, pour la partie oui, je dirais que l'objectif du retour en playoff, ok, montrer une meilleure image que l'an dernier, puisque l'an dernier, il y avait énormément de questions à la sortie, puisque l'équipe avait été toute mauvaise, hein, face au Heat, qui a été vraiment mise en difficulté. Donc, je trouve que de ce côté-là, l'objectif a été rempli parce qu'ils sont sortis de la tête haute cette saison de Mhm. playoff face à un adversaire qui est probablement l'une des meilleures équipes, enfin qui est aujourd'hui peut-être le favori, hein, pour le titre depuis la sortie des Bucks. Et Mhm. en autre chose positive, le développement en fait du petit noyau de jeunes qu'ils ont derrière leur titulaire et leur gros contrat avec par exemple au Congo, même s'il y a quelques problèmes de faute qui peuvent être dommages et qui pour moi sont quelque chose, sont un peu un red flag pour quelqu'un que les fans des Hawks veulent voir titulaire à la place de Capella. L'arrivée de Saddiq Bey, ça a été, je trouve, une bonne chose, en tout cas en fin de saison, pour améliorer l'équilibre de cette équipe-là et aussi le développement de gars comme Jalen Johnson et AJ Griffin. Par contre, euh, pour moi, là où la saison est un peu décevante, c'est que le pari que cette équipe a fait, c'était de rééquilibrer une équipe qui était équilibrée sur un déséquilibre avec une très forte attaque et une défense mauvaise. Bah, du coup, l'attaque est bien moins bonne, la défense est un peu meilleure, mais l'équipe n'est pas bien meilleure. Et Mhm. malheureusement, pour moi, c'était ça le pari. Et le deuxième pari, en fait, c'était du coup de faire cette équipe jouer correctement ou faire en sorte que cette équipe-là arrive à être moyenne quand Trae Young n'est pas sur le terrain avec énormément de choses et de ressources dépensées pour l'arrivée de Dejounte Murray. Ben, malheureusement, ça aussi, c'est un objectif qui n'a pas été rempli puisque l'équipe, quand Trae Young n'est pas sur le terrain, a un net rating de -4 avec une attaque mauvaise et une défense juste moyenne. Mhm. On pourrait noter aussi, Tom, à la suite de l'arrivée de Quinn Snyder, on est Oui. retombé dans le Hawks très 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 forte attaque avec petit à petit cette mise en place. Enfin, en tout cas, c'est pas cette obsession, mais le fait que Snyder insiste beaucoup sur le 3 points et une défense qui était vraiment à la ramasse sur la fin, Oui. notamment avec la grève de Dejounte Murray qui a pas pris sur le côté défensif. En fait, il l'a admis, le front office l'a admis, et on va y revenir. C'était une de nos inquiétudes, c'est le fait de ramener Dejounte Murray pour un rôle qu'il a pu depuis 2 ans, en fait, plus globalement. Moi, j'ai tendance à dire que je pencherais vers le non. Je pencherais vers le non parce que, au vu de l'investissement qui a été fait sur Dejounte Murray, au vu aussi de cette notion qui avait tout souvent été répétée du fait que la saison dernière, du coup, et notamment l'élimination en playoff, c'était une piqûre de rappel et qu'en réalité, c'était plus une anomalie, c'était vraiment une saison ratée sous performance. Bah, en fait, moi, mon problème avec les Hawks, mais globalement, vous devez en avoir marre dans la conversation parce que je répète les mêmes choses depuis 3 ans.
c'est une équipe de play-in en fait, moi. Et c'est ça que je comprends toujours pas, c'est qu'en fait, c'est une équipe de play-in. Il y a aucune donnée, il y a aucun argument construit hors ce run anormal de playoff qui permet d'affirmer autre chose. Donc c'est une équipe de play-in qui a fait le play-in, qui a été très valeureuse sur sa campagne de playoff, notamment face aux Celtics. Alors les Celtics sont quand même le don ces derniers temps de faire durer des séries beaucoup trop longtemps, mais ils ont été, notamment Trae Young, sa fin de match au TD Garden était très très impressionnante. Donc je pense que sur le côté playoff de la question, c'est rempli parce qu'en fait, si on te dit avant la saison, on sort en 6 contre les Celtics, tu te dis pas mal, mais sur la saison, encore une fois, c'est les Hawks, quoi. C'est-à-dire que il y a des parties de saison où c'est même pas des parties de saison, c'est des matchs même où il ressemble à une équipe qui peut être avantage du terrain à l'Est, et il y en a où il ressemble à une équipe qui devrait même pas être au play-in. Donc, globalement, dans ce mix Hawks, bah, le milieu se situe à peu près où ils sont actuellement. C'est une équipe qui sort au premier tour. L'équipe ressemble beaucoup à Denver Hunter, en fait. C'est une très bonne comparaison. C'est-à-dire que, en fait, tu as des moments où Denver Hunter, tu te dis, OK, c'est un tout et force à l'aile, quelque chose que tout le monde recherche. Et parfois, tu te dis, mais il défend pas. mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, je me demande à quel point la fin de saison, le fait que Quinn Snyder soit arrivé et qu'on voit que la fin de saison est meilleure que du coup ce qui s'est passé en début de saison, à quel point on met ça du coup, on donne du crédit à Quinn Snyder par rapport à ce qui s'est passé avec Nate McMillan. Et du coup, comme la fin parce qu'on peut se dire clairement, hein, si les Hawks ne font pas le play-in, on a une vision tout autre de cette franchise. S'ils n'arrivent pas en play-off et ils font pas le play-in, ils ne tapent pas Miami sur le play-in, on a une vision tout autre de ce que la franchise a fait, alors que ça s'est joué à quoi, 2 victoires, quoi. Donc, je me dis que à quel point on a le biais de récence du changement en fait et du changement et de la fraîcheur emmenée par Quinn Snyder, et aussi par le fait que voilà, c'est un coach qui a une meilleure réputation que McMillan, et on se dit ce qui s'est passé sur la fin, ça va être beaucoup plus représentatif pour l'année prochaine que ce qui s'est passé sur l'ensemble de la saison. Il y a eu l'effet Snyder, Tom, aussi, je trouve, sur le côté tout simplement le côté communication. En fait, ils ont beaucoup mis en avant le fait qu'avec Snyder c'était différent par rapport à Macmillan, et je pense qu'il y avait un petit peu de, c'est peut-être aussi plus des interviews qui devaient s'adresser au front office que vraiment à Snyder, même si je pense que Snyder est un meilleur coach que Nate McMillan, sur le fait qu'avec l'entente avec Trae Young, il y avait quelque chose de différent. Après, là où il y a peut-être un biais, moi j'ai envie de te dire qu'il y a un biais si tu continues d'analyser. Pour moi, le gros problème d'Atlanta, c'est qu'on n'analyse pas leur saison depuis 3 saisons dans leur ensemble, en fait. On se cale sur des petites périodes où ils vont être très très bons ou très très mauvais, et du coup, on va avoir des discours qui vont être un peu extrêmes. Moi, je les vois encore une fois comme une équipe play-in, et en fait, quand tu regardes l'intégralité, je sais pas, tu prends les net ratings sur ces 3 dernières saisons, c'est une équipe qui doit gagner, d'après le expected win sur 82 matchs, ils doivent gagner 41 matchs cette saison, 44 il y a 2 ans et 47 l'année d'avant. C'est une équipe qui est aussi donc entre 5 et 7 et 8 à l'Est, en fait. C'est plus ou moins avec 5 comme étant leur plafond. Je pense pas que leur plafond soit à l'avantage du terrain. Donc c'est pour ça que moi, c'est un semi-échec, parce que je pense que quand tu fais cet investissement-là, t'espères que ton plafond soit un petit peu plus surélevé, et ça n'a pas été le cas, en fait. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui, malheureusement, t'as l'impression qu'elle est moins bonne que la somme de ses parts. C'est-à-dire que individuellement, les joueurs font peut-être plus sens dans d'autres équipes, mais quand tu les mets tous ensemble, le mix fonctionne pas trop bien. Et pourtant, moi, je trouve que c'est un effectif qui a quand même du talent. Je sais qu'on n'est peut-être pas d'accord sur la vision du talent dans cet effectif-là. T'as vu mon message ce matin, oui. toi. Non, je sais qu'on n'est peut-être pas d'accord sur la notion de talent, mais je trouve que c'est quand même un effectif où il y a des joueurs qui sont quand même talentueux, qui sont plutôt intéressants. Enfin, tu vois, quand tu prends leur 8, leur gros 8, enfin, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, là où je pense qu'on a assisté un peu à une nuance par rapport à la construction de cette équipe des Hawks, c'est que moi, par exemple, à mon avis, par exemple, en début de saison, l'idée c'était que les joueurs
bénéficiait beaucoup plus de Trae Young que le système globalement. Et là, j'ai l'impression que le rapport, c'est pas que le rapport est inversé, mais que le rapport, il est de moitié. C'est-à-dire que Trae Young bénéficie autant de l'écosystème quand il est bon, que les joueurs autour de lui bénéficient de Trae Young quand il est bon. Puisque là, on l'a vu, offensivement, ok, Trae Young, il était un peu en dedans, mais pourquoi il était aussi un peu en dedans? C'est parce que au niveau du spacing, t'as perdu des gars comme Gallinari, t'as perdu des gars comme Kevin Porter, et qui ont été remplacés par des shooters moyens, ou du moins des shooters qui sont hésitants. Et là aussi, on peut donner du crédit à John Collins, c'est que le John Collins de l'an dernier et le John Collins de cette année, alors à l'efficacité, c'est pas du tout le même, mais par contre, au niveau du jeu, t'as l'impression que c'est devenu Gallinari, John Collins. Mais c'est ça en fait. Il le pose dans un corner. Je sais que c'est un petit peu, c'est la cible facile. J'ai l'impression que toute équipe a une cible facile et c'est John Collins pour les Hawks. Mais moi là où je suis peut-être pas d'accord. Alors sur l'aspect cette année, je trouve que vraiment il y a eu un changement effectivement. L'écosystème profite vraiment à Trae Young. Sur l'aspect défensif notamment, où Trae Young est meilleur défensivement cette année. Alors ça, on connaît mon passif avec Trae Young. Il est meilleur. Alors il y aura toujours les limitations intrinsèques et il y aura toujours des problèmes. Tu vois que c'est un mec qui a jamais défendu en fait, parce que des fois il fait des erreurs mentales qui sont ignobles, où en fait il oublie. Et je pense que du coup ça lui demande beaucoup de concentration. Après, oublions pas que c'est un mec qui dont le 100e pourcentile à l'usage sur les playoffs. Donc en fait que c'est un mec qui a beaucoup le ballon. Donc mentalement c'est difficile d'assurer des deux côtés du terrain. Là où je suis peut-être moins d'accord sur l'aspect talent, effectivement, je l'ai déjà annoncé sur notre conversation, c'est que pour moi, en fait, c'est du talent qui est en grande partie lié à l'image qu'on avait de ces joueurs-là à leur entrée dans la ligue, en fait. C'est-à-dire que ou à une image passée, en fait, pas passée, mais en tout cas une image peut-être un peu fantasmée. Dejounte Murray, en fait, entre le joueur qu'il a été All-Star, comme on l'avait un petit peu moqué au moment de son trade à San Antonio, et le joueur vraiment qu'il est, je pense que l'image est un peu fantasmée. DeAndre Hunter, on l'a bien dit, on en avait parlé après sa bonne campagne, enfin bonne série de playoffs contre le Heat, mais c'est un joueur que j'apprécie, mais on en est à quoi, la 4e saison de DeAndre Hunter, faut être honnête maintenant, c'est un joueur qui sera blessé et inconstant, c'est un peu le constat. Onyeka Okongwu, on va en parler parce que ça va être un des dossiers de l'intersaison. C'est un jeune pivot qui a du potentiel, mais il y a un gros problème de faute en fait, et c'est un bon protecteur de cercle, c'est indéniable. Clint Capella est un joueur qui a des limitations offensives. Ensuite, Trae Young, on va pas rouvrir le chapitre Trae Young. Donc en fait, ce sont des bons joueurs, mais en fait, moi ma grande question c'est quand on me dit qu'ils ont du talent, ils sont censés être où en fait? Parce qu'ils sont pas censés avoir l'avantage du terrain. Je veux dire, ils sont pas dans la même galaxie les équipes qui ont l'avantage du terrain. L'équipe qui est 5 cette année, c'est quoi? C'est les Knicks, qui sont une équipe qui a peut-être moins de talent intrinsèque, mais où les mecs connaissent tous leur rôle et il y a une assise défensive et il y a pas de, comment dire, au niveau des performances, il y a une espèce de constance qui est, du coup, très contraire à ce qu'on voit du côté des Hawks. Moi, je veux bien leur attribuer tout le talent du monde, mais du coup, elle est où leur place désignée? Enfin, je veux dire, j'ai du mal à la comprendre, moi. Ouais. C'est-à-dire que dans l'effectif que tu vois là, c'est une équipe qui théoriquement devrait être dans le même groupe, par exemple, que les Cavs, voire même New York cette année, et un peu Miami. Sauf qu'ils sont en retrait. Mais après, est-ce que tu vois cette saison-là, notamment par exemple à l'efficacité, hein, parce que Trae Young fait l'une de ses pires saisons à l'efficacité depuis sa carrière, c'est la pire saison à l'efficacité depuis, par rapport à la moyenne en tout cas, depuis sa saison rookie. Est-ce que si par exemple Trae Young avait été meilleur offensivement, alors oui, ça dépend aussi de l'écosystème, mais est-ce que s'il a été meilleur offensivement, cette équipe-là, elle serait pas par exemple 4e? Eh ben moi, je pense que c'est mon désaccord global. Pour moi, ils ont pas c'est pas une équipe. Je vois pas en termes de données, en termes de talent, ce qu'ils font pour être 4e, parce que en gros là, pour être 4e à l'est, il faut, alors soit t'es élite, faut être top 5 d'un côté du terrain, soit être catastrophique de l'autre. Les Hawks historiquement sont catastrophiques en défense, et il faut un candidat MVP en fait. Il faut un mec MVP dans ton effectif. Ils n'ont ni l'équilibre attaque-défense, et ils ont pas non plus le candidat MVP. Donc en fait, moi l'avantage du terrain pour les Hawks, c'est un peu un fantasme en fait. J'ai l'impression, à part cette deuxième partie de saison avec Macmillan il y a quelques années, ils n'ont jamais
était sur sur les traces d'une équipe qui a l'avantage du terrain. C'est pour ça où, si on ouvre le chapitre, tu vois, Tom, de la deuxième question, où en est la franchise dans son projet après cette saison, pour moi, ils vont entamer l'année 2 du projet DeJounte Murray, qui est un chapitre du projet Triangle, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, le grand projet, c'est Triangle, et à l'intérieur de ça, il y a le chapitre DeJounte Murray. Et c'est déjà un chapitre important parce que dans le trade que tu as effectué pour DeJounte Murray, il avait 2 ans de contrat restant, donc à la fin de la saison prochaine, tu vas devoir prendre une décision. Et le fait de trader pour un mec à qui il reste 2 ans de contrat, le problème est que quand il y a qu'un an, tu payes moins cher et tu peux te convaincre que bon, 1 an après, si ça n'a pas marché, on peut le laisser partir. 3 ans, tu diras que c'est assez. 2 ans, t'es plus ou moins obligé, en fait, de le prolonger. Donc, où en est la franchise après cette saison? Pour moi, ils sont dans la suite de leur projet d'une équipe qui espère éviter le play-in pour aller en play-off, tout simplement. Bah, pour moi, ils sont dans le fameux réoutillage. Ils sont dans le fameux réoutillage optimisé, dans le sens où ils ont optimisé déjà pas mal de choses en dehors de l'effectif. C'est-à-dire que on est d'accord que Quinn Snyder, comme tu l'as dit, c'est un meilleur coach que Lloyd Pierce qu'ils avaient au tout début au tout début de la reconstruction, et que Nate McMillan. C'est la première fois qu'ils vont chercher un coach à l'extérieur de ce qu'ils avaient déjà. Donc, faut voir quelle place ça a. Et surtout que Quinn Snyder a aujourd'hui plus d'années de contrat que Trae Young par rapport à l'année qui s'est écoulée. Donc, quel impact ça peut avoir dans l'organisation du roster, et de la façon dont va fonctionner l'équipe. Ensuite, je trouve qu'il y a comme tu le disais, DeJounte Murray, on en a parlé beaucoup par rapport à Jaylen Brown, la nouvelle règle du CBA qui te permet en fait de prolonger ton contrat plutôt que de commencer de faire une prolongation plutôt que commencer à 120% de ta dernière année, de pouvoir commencer à 140, ça peut avoir un impact sur DeJounte Murray qui pourrait se laisser tenter à prolonger. Le problème étant que DeJounte Murray est un client de Clutch et il y a très peu de clients de Clutch qui signent des prolongations avant d'aller sur le marché. Ce sont des faits avérés. Donc, oui. Donc, peut-être que si ça se trouve, en fait, cette équipe-là, elle sera peut-être obligée de retransférer DeJounte Murray. Oui, ils vont surtout être obligés de dégraisser un moment, en fait. C'est Bobby Marks qui en parlait. C'est un proprio qui a jamais payé la taxe. Et là, tu as un effectif qui file tout droit, en fait. Hein. Parce que quand il va falloir prolonger Onyeka Okongwu et DeJounte Murray, tu vas devoir faire des choix financiers à un moment. Donc, peut-être pas trader DeJounte Murray, je pense pas, mais si on avance un peu, Tom, enfin, même si vous voyez que nos questions, en fait, ce sont des prétextes où on parle un peu de tout. Quel changement à court terme pour valider cet objectif? Moi, je pense que les changements vont s'imposer à eux et que j'écoutais et je disais, en gros, tous les insiders d'Atlanta ont tendance à dire qu'ils seraient tous très surpris que l'effectif reste ainsi. Visiblement, John Collins, bon, on entend ça tous les ans, mais John Collins serait possiblement sur le départ, Clint Capella aussi. Moi, ce serait une erreur. Hein. Enfin, ce serait une erreur dans le sens où l'équipe n'arrive pas à défendre sans John Collins et Clint Capella. Je pense honnêtement qu'ils ont des espoirs immenses, peut-être même trop immenses, sur l'impact d'Onyeka Okongwu titulaire sur une saison, je pense. Oui, mais encore une fois, tu vois, Okongwu et Capella, ils jouent quasiment jamais ensemble. Il y a très peu de possessions, ces deux joueurs-là sont ensemble. Si tu transfères John Collins, ça veut dire que tu dois faire remonter Jalen Johnson, par exemple, dans le 5 majeur. Enfin, c'est par rapport aux solutions. Ou sinon, c'est des joueurs que tu vas récupérer pour John Collins. Mais de un, qu'est-ce que tu vas récupérer pour John Collins si pas grand-chose pour John Collins? Et de deux, disons que on entend aussi pas mal de oui, un peu à la manière de Bam Adebayo, il faut transférer Clint Capella pour faire de la place à Onyeka Okongwu. Aujourd'hui, Okongwu, c'est potentiellement, enfin, pour moi, hein, c'est aujourd'hui le meilleur backup pivot de la NBA. Ouais, ça veut dire que tu as 48 minutes, parce que Clint Capella, je trouve que c'est un pivot qui est sous-estimé. Hein. Il est solide, hein, et même pour cette équipe des Hawks, il est hyper solide, et tu te rends compte quand Clint Capella n'est pas là, tu vois la différence avec Okongwu. Clint Capella, il fait quasiment pas de faute,
Alors oui, il a des limitations, un peu comme tu vois Steven Adams pour Memphis. C'est quelqu'un qui a des limitations. C'est quelqu'un qui en playoff sera toujours limité, mais sur la saison régulière, c'est quelqu'un qui t'apporte quand même une certaine valeur. Mais le truc, c'est que si tu enlèves Clint Capella de l'équation et que tu essaies de le transférer, par exemple, pour un ailier, vu que c'est le rêve de tout le monde, transférer un pivot pour un ailier, ça veut dire que Okongwu va récupérer le poste de titulaire, mais c'est qui ton backup pivot? Tu vas passer peut-être du meilleur backup pivot à un mec au minimum? Et surtout dans une équipe où on va pas se le cacher, déjà défensivement tu es pas fort alors que tu as de la protection de cercle plus que bonne pendant 48 minutes comme tu l'as dit en fait. Voilà. Ça qui est terrifiant en fait. Et alors moi sur le principe, j'aime bien Onyeka Okongwu et je pense vraiment pour moi c'est un titulaire en NBA. Faut pas oublier que moi j'ai un problème de taille qui va se poser avec les Hawks aussi s'il y a Onyeka Okongwu titulaire sur 48 minutes. Ils seraient petits à 1, petits 5 des gens t'aimeraient, ça va, mais il serait extrêmement petit en fait. Moi, j'aurais un vrai problème de taille vis-à-vis de ça. Donc, le problème qui se pose, c'est que Clint Capella va entrer dans sa dernière année de contrat et tu dois prolonger Onyeka Okongwu maintenant. Et ça reste un haut choix de draft qui a quand même prouvé sur ses minutes en tant que backup que c'était un backup plus que viable et qu'il doit être titulaire en l'état. Donc, à un moment se pose vraiment la question, il doit jouer, mais le fait est que oui, c'est un mec qui sur 36 minutes, enfin ramener le temps de jeu ramené à 36 minutes à 5 fautes de moyenne, tu vois. Donc tu sais que c'est un mec qui sera qui sera en foul trouble, qui sera en problème de faute constamment. Mais c'est un peu ce problème avec Atlanta, c'est que là c'est un peu l'heure des choix et que en soi l'idée de base d'un mec, tu vois, le symbole drafté Okongwu, parce que tu dis ok, c'est le mec qui prendra du coup, la place de Capella dans 2-3 ans était parfaite, mais du coup, vu qu'ils ont été cette accélération de timeline il y a 2 ans après avoir fait la finale de conf, ils avaient plus le temps de mettre en place Okongwu, quitte à perdre, quitte à avoir un mec qui fait beaucoup de fautes au poste 5. Ils ont gardé le vétéran tout du long, et là, tu vas entamer l'année 4 d'Okongwu sans l'avoir jamais mis titulaire en dehors de 28 matchs quand Capella était pas là, en fait. Donc, Après, je trouve que, tu vois, si à court terme, ils ont déjà changé le coach. Je pense que en dehors des changements d'effectifs, il va falloir, et avec Quinn Snyder, appliquer le traitement Utah et rendre un peu plus analytique en fait cette attaque des Hawks. Beaucoup de mi-distance. Beaucoup, énormément de beaucoup trop de mi-distance. Un peu plus de 3 points, tu vois, avec des joueurs, tu vois, par exemple, avec plus de temps de jeu pour des gars comme Bogdanovic, des gars comme Saddiq Bey aussi, qui a apporté pas mal en deuxième partie de saison. Pas en défense, mais ouais. Sur du spacing, pas en défense, voilà. J'ai bien précisé sur du spacing, qui fait sa meilleure impression de Taurean Prince, Saddiq Bey. Apporter pas mal de pression. Et je pense que, en fait, avoir ces améliorations analytiques, ça va permettre en fait à l'équipe d'avoir un meilleur seeding potentiellement. Enfin, pour moi, hein, d'avoir peut-être un meilleur seeding et d'avoir des avantages, des adversaires plus faciles au premier tour. Et là, ils peuvent potentiellement passer un tour parce que les adversaires qu'ils auront affrontés seront moins forts que les têtes de série, quoi. Ça fait 2 ans, ils jouent la tête de série numéro 1 et ils jouent Boston qui est une des 2 meilleures équipes qu'on avait à l'Ouest, à l'Est, avant de commencer les playoffs. Il y a aussi un truc par rapport à leur effectif, Tom, qui me chagrine un peu, mais tu vois, on a cité Saddiq Bey, il y a AJ Griffin qui fait une bonne saison rookie, mais il manque aussi à l'aile de... Je sais que certains fans de basket n'aiment pas qu'on utilise ce terme parce que les joueurs sont censés jouer des 2 côtés du terrain. Il manque de two-way player aussi. Ouais, hein. C'est dramatique. Tu vois, c'était du coup dans les problématiques de l'intersaison, je l'avais noté. Vas-y. Alors j'avais noté 3 choses, j'avais noté 4 choses. La première, convaincre le proprio de payer la taxe, comme tu l'as dit, Wrestler, il l'a jamais fait. Et sous ce régime, c'est du jamais fait. Essayer de garder un minimum de flexibilité, parce que on va en parler nous dans l'intersaison, mais d'un point de vue CBA aujourd'hui, les Hawks, ils ont à peu près 10 joueurs sous contrat et ils sont à 170 millions de contrats garantis. 170 millions de contrats garantis, c'est au-dessus de la luxury tax qui est prévue à 162 millions et c'est au niveau de la prone tax classique qui est prévue à 170. Et ils sont juste à 18 millions de la prone tax plus restrictive qui va être mise en place. Bon, ça on en reparlera dans l'intersaison, mais c'est une équipe qui a très peu de flexibilité et qui est la 5e masse salariale aujourd'hui pour l'année prochaine en termes de contrat garanti. 5e. Ils sont 5e.
tout ça. Et ils ont pas encore prolongé des joueurs importants. Ouais. Voilà. Il va falloir aussi améliorer l'équipe tout en perdant en talent, parce que, encore une fois, hein, Clint Capella, si tu le transfères, tu vas trouver peut-être un joueur qui fit à peu près ce que tu veux, mais tu vas pas trouver quelqu'un qui a le même niveau d'un pivot titulaire, quoi. Donc, tu as cette notion-là, même John Collins. Tu veux transférer John Collins, mais contre quoi? Contre quoi qui va t'aider toi? Tu peux le transférer et trouver des two-way players. Il faut trouver des two-way players. S'ils veulent continuer à rééquilibrer l'équipe, il faut trouver des two-way players et c'est pas en faisant un backcourt avec un gars très fort offensivement, moyen défensivement et un mec moyen offensivement et plutôt bon, qui était plutôt bon défensivement, que ça fait une moyenne. Ça marche pas comme ça. Il mélange toutes les couleurs, etc. Mais effectivement, je serais assez d'accord avec toi. Il leur faut des two-way players, mais moi, c'est vraiment au niveau de, comment dire, il y a un espèce de changement, pas de changement de paradigme, mais c'est très intéressant qu'il y a un moment sous Travis Schlenk, il y avait vraiment cette idée de drafter, il draftait des mecs, tu voyais l'influence Golden State d'où venait Travis Schlenk, parce que la draft de Cam Reddish, attention, Cam Reddish, l'idée de Cam Reddish, pas le joueur, l'idée de Cam Reddish, l'idée de DeAndre Hunter, il y avait vraiment, ok, on va entourer triangle de 3&D et de protecteurs de cercle. Et il y a eu des espèces de petits changements qui font que par exemple, l'apport d'un mec comme Saddiq Bey, ça s'explique avec le changement de front office, bien évidemment. Mais du coup, il manque des mecs capables à qui tu fais confiance. Tu vois les rotations des Hawks sur les playoffs, Saddiq Bey, tu lui fais pas confiance. AJ Griffin, alors il est jeune, certes, mais tu lui fais pas confiance. Et du coup, ça, c'est des problématiques pour une équipe qui a investi pour les playoffs, auxquelles il va falloir répondre, en fait. Parce que, contrairement à l'équipe dont on a déjà parlé, ce sont les Memphis Grizzlies, Tom, les investissements ont déjà été faits. Donc, en fait, il faut pas que tu réfléchisses ces joueurs-là en termes de, c'est un jeune joueur avec du potentiel. L'horloge est déjà en train de ticker, en fait. Tic-tac, tic-tac. Tu dois réfléchir à des résultats en playoffs. Donc, c'est une équipe, j'ai hâte de voir parce qu'on en a même pas parlé, mais Bogdanovic, moi, je m'inquiète un peu parce que je trouve moins bon. Ils en ont besoin. Je sais pas, ils en ont besoin, ils ont décidé de le prolonger. Je le trouve moins bon. Enfin, c'est une équipe qui va atteindre son prime. Bah, ils ont que ça. C'est qui le meilleur two-way player de cette équipe? C'est DeAndre Hunter? Dans un bon jour. Ou John Collins quand il met ses tirs. Ouais, quand il joue comme Plo dans le corner, tu vois, il y a ça aussi, c'est compliqué en fait. Il y a un amas de talent il y a un amas de joueurs supposés talentueux et à Quinn Snyder de trouver la solution. Mais je pense qu'il y aura des changements, moi, tout simplement parce que Quinn Snyder, je pense, voudra aussi avoir ses joueurs et je pense que en voyant l'effectif et son coaching staff, en voyant les, puisqu'on a vu qu'il y a des choses du coup qui sont sorties comme quoi là il avait fait avec le coaching staff qui était resté, mais que comme quoi là il allait avoir peut-être une petite valse au niveau des assistants coach et qu'il allait ramener des personnes qu'il veut. Parce que tu vois, je pense que sur cette fin de saison, il y a eu un changement avec Quinn Snyder au niveau des 3 points pris, mais c'était toujours pas une équipe à la Quinn Snyder en fait, parce que tout simplement, il peut pas faire ça avec certains des mecs qui sont là, tu vois. Donc je pense qu'on verra ça, mais je pense qu'il y aura des changements. Tu vois, il peut pas continuer à avoir des mecs comme Dejounte Murray 100e pourcentile au niveau 99 pourcentile au niveau des mi-distances, Triangle 85, John Collins 73, DeAndre Hunter 90. Ça marchera pas. Même AJ Griffin était à 90, tu vois. Et surtout quand tu dis 90, 95, tu annonces les percentiles, c'est la proportion des shoots pris, c'est pas l'efficacité. Exactement. C'est ça, c'est la fréquence. C'est la fréquence. Parce que, ok, si tu t'appelles Phoenix et que t'as 2 mecs qui mettent tout, ok, ça passe. Mais non, ça ne passe pas. Donc, à voir au niveau des Hawks. Moi, peut-être que les fans des Hawks me trouveront dur, mais moi, je maintiens que c'est une équipe de play-in, en fait. Je trouve qu'il y a 3 ans de données. C'est une équipe de play-in qui a investi beaucoup pour avoir l'espoir de l'éviter et qui pourra peut-être l'éviter. Je serais pas surpris. Il y a un monde où je les mets hors play-in la saison prochaine. Je pense que c'est possible. Mais... Est-ce que ça peut être les Knicks de l'an prochain? Je pense qu'il y a moyen. C'est une équipe qui peut finir 5-6 à l'Est, par exemple. Voire 4 s'il y a un des projets duo qui tombe, tu vois. Mais à voir.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces Hawks, Tom? Les Hawks, on peut en parler pendant 1 heure, hein, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, bah, je trouve que voilà, c'est par rapport au projet un peu on a toujours on fait toujours souvent le comparatif Hawks Mavs puisque c'est des équipes qui ont commencé leur projet de reconstruction quasiment en même temps avec le fameux chassé-croisé entre la draft de Luka Doncic et la draft de Trae Young. Et en fait, c'est deux équipes qui ont pas mal de difficultés et t'as du coup ils sont à l'opposé du spectre, c'est-à-dire que t'as Dallas où il manque des joueurs et t'as du coup les Hawks où il y a beaucoup de joueurs mais il manque de two-way players. Et tu sais pas si c'est les bons. Ouais, exactement. Et voilà, c'est ça. Non, il y a de ça, il y a de ça. Il y a effectivement. C'est vrai que là, on me propose un des 2 postes de GM, je sais pas lequel je prends. Si je prends ensuite Dallas parce qu'en fait t'as le meilleur joueur, donc du coup tu peux. Mais comme quoi, c'est construire autour d'un jeune joueur. Hein. On avait fait un épisode là-dessus il y a quelques années ou quelques. C'est extrêmement compliqué. Et rien n'est simple. Il n'y a pas de recette magique en fait. Hein. Demandez aux Grizzlies, aux Hawks, aux Mavs, etc. Il n'y a pas de recette magique. Tom, deuxième. Pelicans aussi. Oui, Pelicans, Timberwolves. Timberwolves. Demandez-leur à tous, il n'y a pas de Hornets, mais bon, eux, ils font un petit peu exprès quand même. Voilà, donc, donc eh bien, on va du coup s'arrêter là pour ce post-mortem, cette autopsie des Hawks d'Atlanta. On va continuer, on vous l'a dit, vous n'aurez peut-être pas un épisode tous les jours comme on l'a fait sur ces 2 premiers jours, mais voilà, au fil des semaines qui viennent, on va revenir sur les équipes éliminées. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez posté de ce format sur Twitter, en message privé, etc. Et puis aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Tom, les playoffs battent leur plein. Alors, on va arrêter de parler de ces équipes qui ont été éliminées. On va se concentrer, on va regarder un petit peu d'équipes en action parce que les demi-finales de conférence battent leur plein. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem, Tom. Salut! Salut!